Bienvenue à tous dans cette émission spéciale, émission Bistrot, avec Éric Zemmour, président du Parti Reconquête. Merci infiniment Éric Zemmour d'avoir accepté de se plier à cet exercice un peu original. Aujourd'hui, on va parler un peu à la bonne franquette sur cette table en bois avec des bancs. Et puis, je suis très heureuse d'avoir ici deux agriculteurs à mes côtés. On va parler évidemment en premier de l'asphyxie, de la difficulté des agriculteurs, de la raison aujourd'hui de votre cri de désespoir. Et d'abord, pour commencer, je voudrais que vous vous présentiez. Alors moi, je suis Philippe Grégoire, donc je suis agriculteur à côté d'Angers dans le Maine-et-Loire et producteur de lait, uniquement producteur de lait avec mon épouse. Oui. Et Thierry? Thierry Sénéclos, donc agriculteur de la Drôme, production de céréales, luzerne, légumineuses, entreprise de travaux agricoles aussi. Donc j'ai beaucoup sillonné la France, dans 28 départements, 1500 clients à une époque. Voilà, j'ai une grosse connaissance du territoire national, j'ai une grosse connaissance de la difficulté des agriculteurs, et je suis à l'origine du barrage qui a été un véritable succès, le barrage de l'A7 au niveau de Chana, qui a bloqué plus de 20 000 camions, 400 km, et fait perdre à Vinci plus de 11 millions d'euros. Donc je suis fier, qui n'est qu'une broutille au regard des 200 milliards d'euros qui nous fait perdre depuis 20 ans. Oui, mais on a entendu votre cri du cœur, on a même entendu votre appel à Emmanuel Macron en disant « Emmanuel Macron, je vous attends ici en face de moi, je veux dialoguer ». Et le peuple, il suffit qu'on appuie sur le bouton et le peuple est derrière nous dans la rue. Alors pourquoi, à votre avis, aujourd'hui, d'abord, ces agriculteurs sont dans la rue et pourquoi le peuple demain y serait? Et surtout la question, puisqu'on est très heureux d'avoir Éric Zemmour avec nous aujourd'hui, c'est comment on peut arranger ces problèmes? Je crois que le peuple est derrière nous, surtout, et dans la rue, prêt à repartir dans la rue, parce qu'on a un président qui est très arrogant, on a un président qui est sectaire, on a un président qui est narcissique, et qui a d'ailleurs, vous avez pu le voir samedi, nous a reçus avec plus de 1000 policiers, comme si on allait le tuer. On ne va pas le tuer, on ne l'aime pas, ça c'est sûr, mais on ne va pas le tuer, les Français ne l'aiment plus, vous le savez bien. Voilà, donc on a vu le président depuis 7 ans en exercice, qui, au travers des Gilets jaunes, dont j'ai fait partie, avec des avocats qui nous voient, qui étaient avec nous sur les barrages, les retraités, les milieux d'éducation nationale, les infirmières, aujourd'hui les agriculteurs. On a un président, finalement, qui est en train de tous les jours nous donner des leçons, mais qui, finalement, ne fait pas le travail pour lequel il a été mis en place, c'est de défendre l'intérêt de ses citoyens. Et aujourd'hui, l'agriculture, dans une difficulté horrible, puisqu'il y a 40 ans que les prix agricoles ne sont pas revalorisés, se trouve dans des situations financières où c'est que, malheureusement, le constat est que 2 agriculteurs se suicident par jour, quoi. Alors avant de demander à Éric Zemmour pourquoi, quelle est son analyse de la question, évidemment Philippe Grégoire, même question, pourquoi aujourd'hui vous êtes dans la rue? On est dans la rue parce qu'il y a longtemps que ça dure, donc c'est Emmanuel Macron, mais c'était pareil avec Hollande et Sarkozy. C'est que sur un caddie de 100 €, quand la ménagère fait ses courses, il revient 6,50 €. Et ce qui tue le monde agricole, il y a 80-20, il y a 80% des agriculteurs qui sont en dessous le SMIC brut et 20% au-dessus. Ceux qui sont au-dessus, c'est plutôt des gens qui arrivent à vendre leurs produits eux-mêmes ou qui stockent. Mais à partir du moment où on passe par le maillon de l'industrie agroalimentaire, on est piégé, parce que l'industrie agroalimentaire a la main sur les paysans. Et ensuite, ils mènent un bras de fer avec Édouard Leclerc et Super U, et j'en passe et des meilleurs. Mais l'industrie agroalimentaire verrouille le monde agricole, aller sur tous les continents, profite des traités de libre-échange, de la politique européenne. Et la politique européenne et les traités de libre-échange, avec l'industrie agroalimentaire, tuent les paysans. Et M. Macron, comme ses prédécesseurs, n'a rien fait. Alors, Éric Zemmour. Alors, effectivement, d'abord, je suis ravi d'être avec vous. D'ailleurs, j'attends toujours qu'on me serve un verre de vin, mais enfin bon, je vois que ça traîne comme d'habitude. Alors, qui sert? Ah bah voilà. Bon, allez, je vais servir. Alors, on va commencer par... quand même. On va commencer par ce même. Zemmour, hein. Comme ça, s'il a un goût de bouchon, c'est vous qui... Voilà, exactement. Voilà. Ah ouais, quand même. Voilà. Donc, et les dames d'abord. Les dames de beurre. Hein. Voilà, les dames d'abord. Donc on est ici, je n'ai même pas annoncé la bouteille, mais tant pis, on va le faire après. Hein. Ouais, j'ai vu que c'était un Côte-du-Rhône. Puisque c'est un bonne franquette, Ouais, hein. oui. A priori c'est un Côte-du-Rhône, Voilà. donc ok. Ah oui, il est français. Heureusement pour vous. Sinon, on ne faisait Ok. pas l'émission. Bon. C'est un Côte-du-Rhône village, hein. Alors, donc, J100, hein. donc je pense effectivement, monsieur a tout à fait raison, de dire que ça n'a pas commencé avec Emmanuel Macron. En fait, il y a eu un changement, un basculement à partir des années 90. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre d'où vient la fameuse PAC, politique agricole commune européenne. Il y a eu des négociations dans les années 60 entre le général de Gaulle et les Allemands. Et
pour vous la faire courte, le général de Gaulle a dit aux Allemands, écoutez, moi, je veux vendre mes produits agricoles, je veux que vous financiez mes produits agricoles, vous les Allemands, et en échange, nous les Français, on laisse rentrer vos voitures et on peut acheter vos voitures allemandes. C'était ça l'accord, en gros, entre les Français et les Allemands, ce qui faisait qu'on avait un système, qui était la fameuse politique agricole commune, qui reposait sur 2 pieds. Le premier, c'est le prix est garanti et la Commission européenne achète tout ce que les agriculteurs français produisent. Préférence communautaire. Attendez, ça c'est le deuxième pied. Donc le premier pied, c'est on produit, tant qu'on produit, la Commission achète à un prix garanti. Donc en plus, il y a des machines, on fait venir des machines, on fait venir des produits qu'on n'appelle pas à l'époque phytosanitaires, etc., etc. Donc on produit en masse, les Français produisent en particulier, toute l'Europe achète français. Et deuxième pied, monsieur a tout à fait raison, c'est la préférence communautaire. C'est-à-dire qu'on dit, ah bah très bien, on est l'Europe des 6 à l'époque, on n'achète que des produits européens, on n'achète pas des produits étrangers. Moi j'ai souvenir, alors je suis sûr que ces messieurs, mais ils n'étaient peut-être pas parisiens, donc moi j'ai un souvenir dans les années 70-80, il y avait à Paris, un restaurant de viande argentine. Il y en avait un. Et alors on disait, oh là là, tu vas voir, la viande argentine, c'est incroyable, on a l'impression d'acheter de la drogue, quoi. C'était un truc vraiment, c'est pour vous dire, comme la préférence communautaire était assurée. Toute l'Europe ne mangeait que de la viande française et que des produits français. Ça, c'est le système qui a été négocié par le général de Gaulle, et il est allé loin, hein. Quand on a voulu le remettre en cause, il a fait la fameuse politique de la chaise vide, il a claqué tout le monde, il a envoyé personne, et tout le monde s'est soumis à lui. Et puis quand il est parti, on s'est dit, oh là là, quand même, il y a quand même de la surproduction, on produit trop. La Commission achète trop, on dépense trop d'argent, on jette les surplus, etc., etc. Et à partir des années 90, on a dit, bah, c'est terminé. On ne garantit plus la production, l'achat à la production. On va petit à petit donner des subventions, vous voyez, changement de paradigme, mais ces messieurs connaissent par cœur, de subventions en fonction des bonnes pratiques. Alors, tu fais ci, je te donne tant, tu fais pas ça, je te donne tant. Donc, ça veut dire, je te surveille, je regarde si tu as bien mis le produit là. Et deuxième pilier qu'on a sabordé, c'est la préférence communautaire. On a dit, bah, ça ne sert à rien, on va acheter dans le monde entier, ça sera moins cher. Je fais remarquer à ces messieurs, et je suis sûr qu'ils sont d'accord avec moi, en vérité, je pense que c'est le péché originel, c'est la contradiction fondamentale. C'est-à-dire que d'un côté, on dit, on achète au monde entier pour acheter moins cher, et de l'autre côté, on dit, ah oui, mais nous, on va produire vraiment bien, sain, on va produire bio, on va produire avec des normes en pagaille. Tout à fait, tout à fait. Vous êtes d'accord ? Il y a une contradiction. D'après moi, c'est la contradiction majeure de la politique agricole Voilà. suivie par l'Europe depuis 30 ans. C'est d'un côté, on achète des produits entre nous pourris, c'est-à-dire qui ne respectent pas du tout nos normes, qui mettent des engrais à tout va, etc. Je mettrai un bémol sur les Non, mais engrais, peut-être pas tous, mais globalement, on ne fait pas attention à ça, quoi. Et puis nous, il faut qu'on lave plus blanc que blanc. Le résultat, c'est que on importe de plus en plus du monde entier. Par ailleurs, deuxième concurrence, les autres pays européens respectent beaucoup moins strictement les normes. Pas d'excès de zèle. Nous, on est les rois du zèle, nous. Vous savez, j'ai rencontré un de vos collègues pas loin dans le Beaujolais, tout dans le Lyonnais, et je lui dis, mais pourquoi les Espagnols font des produits, entre nous, aussi médiocres, et pourquoi ils sont moins surveillés et ils transposent moins les normes? Et le type m'a répondu, bah, vous savez, c'est simple. Chez nous, les contrôleurs, ils sont d'abord contrôleurs avant d'être français. Chez eux, ils sont d'abord espagnols avant d'être contrôleurs. Ah, je me suis dit, bah d'accord, j'ai tout compris à la France et à l'Europe. Oui, c'est vrai que ça peut être une vision des choses. Donc en fait, le résultat, je finis. Et vraiment, voilà, d'après moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc je pense qu'il faut jouer sur les deux tableaux. Il faut refermer au maximum les frontières, renoncer aux accords de libre-échange avec l'Amérique du Sud, avec que sais-je encore, surtout que c'est pour fourguer le plus souvent les voitures espagnoles. Vous connaissez le mot de Barroso, qui était l'ancien président de la Commission européenne à Sarkozy. Il lui dit, mais enfin Nicolas, franchement, tu ne vas pas sacrifier l'automobile allemande à quelques poulets. Mot historique. Donc tout est dit. Et deuxièmement, il faut arrêter de surcharger les agriculteurs de normes, il faut réduire les normes.
Quand on n'a pas de produits phytosanitaires alternatifs, on tolère les produits phytosanitaires. Vous voyez, d'après moi, il faut toucher les deux piliers de cette contradiction majeure qui est pour moi depuis 30 ans à la source de tous nos maux. Mais est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui dans l'Europe dans laquelle on est aujourd'hui? Allez-y. Ouais. Allez-y, je répondrai après. Allez-y. Je vous en prie. Alors, par rapport à ce qui vient d'être dit, alors les normes, c'est évident, en France, bon, on a un code de la route, il s'applique de l'île à Pau. Donc si on a un code des normes, bon, faut qu'il soit le même en Europe, ça c'est une évidence. Mais ce qui détruit la paysannerie française, allemande, parce que les Allemands ne sont pas mieux que nous, ce qu'on envoie en Nouvelle-Zélande, ils ne sont pas mieux que nous, les producteurs de lait. Ce qui nous détruit, c'est le libre-échange. Et en fait, ce qu'il faut, c'est revenir à de la souveraineté des États. On produit ce dont on est capable de produire. Et la partie après qu'on fait en échange, parce qu'on ne peut pas fermer les frontières, il faut le faire sur la base de la coopération et non sur la base du libre-échange. Il faut le faire sur la base de la coopération. Qu'est-ce que vous appelez la coopération? La base de la coopération, c'est la base qui avait été mise en place, qui n'a pas été ratifiée le 24 mars 1948, de la charte de la Havane, où ils s'étaient réunis les 53 pays, où les échanges se font sur la base de la coopération et non du moins-disant social. Parce qu'autrement, c'est le moins-disant social, le moins-disant environnemental qui l'emporte. Là, vous avez une souveraineté, vous produisez ce que vous êtes capable de produire, et après, vous pouvez très bien vendre du blé ou vendre du lait, récupérer des voitures, mais pas sur la base du prix mondialisé. Parce que, si vous voulez, le problème qu'il y a, c'est que nous, en tant qu'agriculteurs, nos prix agricoles, ils sont mis par l'industrie agroalimentaire, qu'on fasse des céréales ou autres. On est sur un prix mondialisé, sur un base d'un prix mondialisé. Et lorsque le garagiste vient dans notre cour, lui, il est sur un produit intérieur brut territorialisé. Il est franco-français. Le comptable aussi, le vétérinaire aussi. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on ne peut pas prendre de produits vétérinaires hors de nos frontières. C'est pas le libre-échange, ça. Lui il s'est protégé. C'est la même préférence nationale. Les constructeurs de tracteurs se sont protégés. Absolument. Les comptables se sont protégés. Les constructeurs de tracteurs, je ne suis pas sûr. Mais les comptables, vous avez raison. Si, parce qu'avec la valise électronique, vous ne pouvez pas. Non, mais sans ça, voilà, tout à fait. Vous pouvez pas. Alors, attendez, vous allez m'expliquer ça. Oui, je vais vous expliquer. Ok, on reviendra après. Moi, je crois qu'il faut vous parler du libre-échange, qui est une concurrence déloyale. Oui. Mais moi, quand on est dans la fraise d'Espagne, produit sous serre, avec des pesticides, on n'est pas dans le libre-échange. On est dans l'Europe, carrément. C'est ce que j'ai dit. Et même dans l'Europe, l'harmonisation, depuis des années que l'Europe est en place, n'a pas d'harmonisation. N'a pas d'harmonisation sur les normes, n'a pas d'harmonisation sur les salaires, sur les contraintes sociales, environnementales. Donc, de toute façon, déjà l'Europe, elle fonctionne très mal. Vous avez déjà. C'est exactement ce que j'ai dit. On est tout à fait d'accord. C'est déjà un des paramètres absolument importants. D'accord. Moi, je connais très bien la Roumanie, la Pologne, tous ces gens-là. Aujourd'hui, il faut savoir que si les Polonais ne se battent pas à la frontière avec 280 barrages, ils rentrent du blé d'Ukraine, on y viendra après, à moins de 85 $ la tonne. C'est dramatique. Mais je précise une chose. On a vu dans les dernières images, les révoltes des agriculteurs, on a vu ça partout en Europe, il y avait en France, mais on a vu aussi en Espagne des agriculteurs espagnols renverser, jeter du lait français. Non, mais attendez, tout à fait. Non, mais ça, c'est la contrepartie. C'est-à-dire que tout le monde est déçu. Non, mais attendez, non, mais attendez. Ça, c'est la contrepartie d'une Europe qui n'est pas harmonisée, où c'est que l'agriculteur espagnol devient l'ennemi de l'agriculteur français, et l'agriculteur français devient l'ennemi de l'agriculteur espagnol. Ça, c'est un problème de politique intérieure qui n'est pas régulé, où c'est qu'on a fait une Europe qui, pour moi, est une société dans laquelle tout le monde interprète les statuts à sa manière. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. C'est pour ça que j'ai dit. Juste Éric Zemmour. C'est pour ça que j'ai dit, il y a en fait deux problèmes. Il y a le problème mondial, avec la concurrence mondiale, du libre-échange mondial, les accords, Mercosur, etc., qui n'existaient pas dans les années 60-70, quand il y avait une préférence communautaire au sein des 6. Et puis, il y a un autre problème, c'est exactement, je suis tout à fait d'accord avec vous, qui est au sein de l'Europe, parce que, en particulier l'Espagne, moi je vise la même chose, même s'ils sont mécontents quand on les vise, leurs produits n'ont rien à voir avec les nôtres. Ils ont choisi délibérément de faire du bas de gamme. Moi, je pense, avec le soutien de la Commission européenne d'ailleurs, qui les a poussés dans les années 80, je me souviens très très bien, au moment de l'entrée de l'Espagne, qui les a poussés
à faire du bas de gamme pour se positionner sur le bas de gamme et qui effectivement concurrence nos agriculteurs qui, eux, n'ont pas les mêmes normes et n'ont pas la même surtransposition de normes. Il y a les deux. Je dirais même pire que ça. Aujourd'hui, on est rendu à une situation où c'est que même avec les régions, on est en train de faire des concurrences interrégionales au travers, par exemple, de l'implantation d'une entreprise. Une région va augmenter une subvention par rapport à une autre. Ça, c'est autre chose. Donc, non, mais c'est autre chose. Mais on crée de la concurrence. Vous voulez dire dans les régions françaises? Bah oui, tout à fait. Non, mais ça, c'est encore autre chose. Oui, mais on l'a au niveau de l'agro-industrie, on l'a au niveau des implantations territoriales d'agro-industrie, et tout ça, ça crée un crème disparité. Je pense qu'il y a quand même deux. Donc, là aussi, on peut sous-qualifier en deux problèmes. Le premier problème, on l'a dit, c'est les normes, la surtransposition française et le fait que les autres pays ne respectent pas comme nous. Mais il y a un deuxième problème qui est l'excès de charges et de taxes françaises et de coûts du travail. Et ça, honnêtement, on ne peut pas en vouloir aux Espagnols et aux autres s'ils ont moins de charges que non, nous. ça, c'est Exactement, ça c'est notre État. C'est les problèmes à résoudre par M. Macron, par le gouvernement. Exactement. Et ça, c'est notre État de le faire. qui dépense 800 à 900 milliards aujourd'hui. J'ai tellement répété 800 milliards pendant la présidentielle que je n'arrive pas à me faire à l'idée qu'on est passé à 900 milliards de dépenses sociales. C'est pour vous dire, en 2 ans, c'est magnifique. Et ça, on le finance comment? On le finance par la dette et on le finance par les impôts, par les charges sociales. On tire les prix vers le bas. On tire les salaires. On perd en compétitivité. C'est pas ça, c'est on perd en compétitivité. On perd en compétitivité et on tire les salaires nets vers le bas. Parce qu'en vérité, les salaires bruts, ils sont très élevés. Ils sont beaucoup trop élevés. Donc on a un double problème qu'on doit régler. Ça, c'est nous. Ça, il faut pas le cacher, c'est nous. Alors, comment régler ces problèmes? Mais d'abord, je voudrais, Philippe Grégoire, vous voulez intervenir, et ensuite les solutions. Oui. Ah, si vous voulez, les normes, oui, mais vous pouvez pas, même que vous. Alors, on va rester au sein de l'Europe. Hein. Même au sein de l'Europe, vous pouvez mettre les mêmes normes. Vous prenez sur le mouton ou sur la vache allaitante, c'est les mêmes normes. Vous ne pourrez pas produire des moutons au même prix que les Anglais de par le climat. Donc vous êtes obligé. Non, mais parce qu'on n'a pas les mêmes charges sociales. Donc vous ne pouvez pas. Donc, mais vous n'allez pas harmoniser les charges sociales. Si vous voulez, pour qu'on gagne notre vie, il faut que les paysans ils aient des marges. Parce que les contraintes administratives, les maçons, ils en ont, les plombiers, ils en ont, tout le monde a des contraintes. Il faut qu'on ait des marges, donc il faut qu'on gagne de l'argent. Pour qu'on gagne de l'argent, il faut qu'on reprenne notre facture sur l'industrie agroalimentaire. Et on ne peut pas rester sur la base du libre-échange. Parce que vous trouverez toujours un pays qui produira, même les Allemands, vous prenez les Allemands, avec la méthanisation, ils ont trafiqué le prix de rachat du méthane, ils ont fait baisser le prix des produits dans les abattoirs et dans le lait, et ils ont fait de la concurrence déloyale. Donc c'est un cercle vicieux, si vous voulez, dans lequel vous ne sortirez pas. Je suis d'accord. Comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Mais attendez, un journaliste ne travaille pas au même prix qu'un journaliste polonais. Non, mais je suis d'accord. Bon. Mais vous ne pouvez pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce qu'il est évident que, d'ailleurs, dans les secteurs que vous connaissez bien, c'est-à-dire les céréales, le lait et le vin, nous sommes encore exportateurs. C'est les derniers secteurs. Oui, il ne reste plus que ça. Exactement. C'est les derniers secteurs où on est excédentaire et on vend plus qu'on achète. Oui. C'est vous dire qu'il y a 40 ans, toute la production agricole française était excédentaire. On n'importait quasiment rien. La vente viticole, la vente de vin, même sur les Bordelais, aujourd'hui, est en train de s'effondrer. Oui, mais on est encore positif. On est encore positif, absolument. C'est ce qui nous permet d'être positif, c'est le vin. Et les céréales et un peu le lait. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que, vu ce qu'on produit, on peut vendre aux autres. On ne va pas se fermer complètement. Moi, je pense qu'il faut effectivement faire respecter à l'extérieur du marché commun. À l'extérieur, il faut faire respecter les fameuses clauses miroirs, c'est-à-dire suspendre tout accord de libre-échange et n'accepter que les produits qui respectent nos normes à nous, ce qui n'est pas de mal à veille. Et au sein de l'Europe, alors là, je pense que c'est d'abord notre problème, c'est-à-dire, 1, pas de surtransposition des normes, 2, baisse des charges et des impôts, 3, je dirais, aménagement de la fiscalité des petites entreprises et des moyennes entreprises familiales, comme j'avais proposé pendant la présidentielle, c'est-à-dire exonération des droits de succession pour toutes les entreprises familiales. Tout à fait. Vous voyez, je pense qu'il y a plusieurs axes. De toute façon, il y a plusieurs problématiques. Voilà. Il y a l'excès de cotisation sociale, on l'a dit, calculé sur les années 1 avec des bilans 2021-2022 qui ont été plutôt pas mal compte tenu de l'augmentation des prix liés au Covid. Et ça, malheureusement, comme je dis, je répète, ça n'est juste un rattrapage de quelques 25 ou 30 ans trop tard. D'accord. Mais on n'a pas eu le temps ni d'étirer ces bilans. Le système fiscal est très mal fait et le système cotisation fait qu'on a spolié la trésorerie des exploitations
par un excès de cotisation atteignant parfois 2 à 300% le salaire réellement pris. Ça, c'est du franco-français. D'accord. Après, on parlait d'Espagne tout à l'heure, tout ça. Aujourd'hui, malheureusement, les Espagnols et les grandes surfaces obligent ces gens-là, les grandes surfaces, les globalisateurs obligent des gens à faire des fraises en Espagne pas chères, ramassées par des Marocains pas chers, les Marocains à faire des fraises pas chères, ramassées par des Africains pas chers, et demain des fraises au Kenya pas chères, ramassées par des Martiens pas chers. Voilà. Bon, On est tout à fait d'accord. On marche dans un schéma Absolument totalement d'accord. débile. Pour revenir Tout tout à à l'heure fait au protectionnisme industriel, s'il existe, M. Zemmour, on a créé les normes de moteur diesel, tiers 1, tiers 2, tiers 3, tiers 4, des normes à émissions de CO2. Aujourd'hui, la France, si on était dans le libre-échange, devrait être envahie de voitures chinoises, parce qu'elles sont 4 à 5 fois moins chères. Mais on est envahi par les voitures chinoises. On n'est pas tant que ça. On l'est sous des Peugeot fabriqués au Koweït ou en Corée. On l'est sous des... Mais ce sont protégés, parce que personne ne peut acheter des voitures... Avec les voitures électriques, peut-être que ça va venir. Il y a 160 producteurs de voitures chinoises. Moi, je pense à ça. Mais là, je pense que Je pense aux voitures électriques chinoises qui vont nous envahir. Je pense que la voiture électrique va durer à peu près comme un vent de soleil. Hein. Ça va durer à peu près 5 à 10 ans. Après, on n'en parlera plus. Mais bon, voilà, tous ces gens-là se protègent. Le libre-échange aujourd'hui, je dirais que c'est l'Airbnb, la location de maison, mais en laissant les clés sur la porte. Voilà, à peu près, c'est à peu près ça. Oui, mais vous voulez quoi alors, vous, Thierry Sénéclose? De toute façon, en fait, qu'est-ce que vous demandez tous les deux? On va voir si c'est réalisable. Sur le commerce, sur le libre-échange surtout, il faudra... faut pas dire que, comme on entend M. Fesneau sur Europe 1 avant-hier matin, mais on est content d'exporter de la viande au Canada. Bah oui, ça nous permet de vendre. Mais si c'est pour importer de la viande du Brésil, de l'Argentine, non, parce que et ça tout ça dans rapporte des aux cargos agriculteurs. et dans des cargos réfrigérés pour faire tourner les fabricants de porte-containers, les fabricants de carburant comme Total ou les autoroutes comme Vinci, Et au passage, l'écologie. on est en train de foutre la planète en l'air avec ce système. Alors qu'on dit, il y a une contradiction existentielle. Je termine. Alors qu'on dit aux paysans, attention, si t'as pas bien nettoyé ta remorque, tu vas aller en prison. C'est scandaleux. Voilà, tout ça, c'est... La volonté de Philippe Grégoire. Ce n'est pas parce qu'on exporte que c'est rentable pour les paysans. Non plus. C'est rentable pour l'industrie agroalimentaire, mais c'est pas parce qu'on exporte qu'on gagne notre vie. Tout à fait. Mais je reviens Pourquoi sur ce que... parce que l'agriculteur, c'est pas... alors le vin, je parle pas du vin. D'accord. Hein, mais quand on exporte de la viande et des produits laitiers, ça rapporte pas aux producteurs de lait. Hein, je voyais sur j'ai pris votre dépliant, vous mettez préférence nationale pour les commandes publiques, mais je suis d'accord. Mais c'est pas parce qu'on aura la préférence nationale pour les commandes publiques que ça rapportera à l'agriculteur. Ça rapportera à Lactalis, ça rapportera à LDC, ça rapportera à Bigard, mais pas à nous. Faites bien attention à ça, Monsieur Zemmour. Bien sûr. Je me permets non, mais de vous dire, avez bien raison. Bon, sur la fiscalité, les droits de succession, je suis d'accord, parce que de toute façon, c'est des capitaux lourds, lents, qui rapportent rien, voire 1%. Après, la fiscalité, ça c'est franco-français. On est imposé sur les bénéfices agricoles, qui est un bénéfice d'entreprise qui sert à rémunérer les capitaux, à réinvestir, à garder une marge de sécurité, et ensuite, on se verse un salaire. Et on est imposé à la mutualité sociale agricole à 43% sur le bénéfice de l'entreprise. Ça, c'est une catastrophe. Ça, c'est franco-français. Exactement. On est d'accord. Mais ça, il y a des choses à On n'est faire. pas imposé, on est chargé socialement. Puis après, il y a les impôts. Pour une retraite qui fera 1050 euros par mois, au mieux. Mais j'en ai vu des à 700, moi. Je vous dis et je vous répète, 700 sur ce qu'on exporte, qui est devenu minime, on peut le faire, les échanges, sur la base de la coopération et non du libre-échange. Parce que il faut que les autres soient d'accord et ils ne sont pas d'accord. En boomerang, Donc, en boomerang, autrement, vous reprenez le moins-disant social. J'ai bien compris. Vous avez compris. Mais ça, vous savez, on ne peut pas l'imposer tout seul. Donc on n'y arrivera pas. Le Canada le fait. Le Canada le fait en lait. moi, je Renseignez-vous. J'ai croisé sur La ce Suisse, salon. la Suisse se protège. J'ai croisé La sur- Suisse se protège, oui, mais on peut très bien se protéger. On J'ai est bien croisé- d'accord, c'est ce que j'ai En, dit. en restant dans l'Europe. Oui, bien dans sûr, l'Union bien européenne. sûr, bien sûr. On peut en sortir, on peut en... Non, mais je suis d'accord. On peut se J'ai protéger. croisé sur ce salon un Algérien qui était avec son épouse, son bébé et sa poussette, qui est venu me voir. Je discutais sur une botte de paille avec 2 professeurs de philosophie, dimanche. On est parti pour discuter 10 minutes, on a discuté 2 heures. Et cet Algérien veut faire de l'élevage en Algérie, au-dessus de Oran, à 1800 mètres d'altitude. Il avait déjà quelques idées, mais bon, voilà. Et je lui dis, combien vaut le litre de lait en Algérie aux gens? À l'ancienne, bien sûr, et tu viens chercher ton lait avec ton bidon et tout. Il me dit, on le vend 2 euros, 2,50 €. Avec en Algérie un pouvoir d'achat qui doit être de moyenne 250 à 400 € par mois. L'équivalent, pas sûr. Donc vous voyez, 2,50 €, 400. Sauf que là-bas, le panier de la ménagère, il fait, je dirais, 80% de produits agricoles dans le panier de la ménagère. Voilà.
on revient à ce que tu disais tout à l'heure, où c'est que nous, chez nous, ils représentent plus que 6 à 7%. Oui. Voilà. Mais vous savez qu'ils importent tout, les Algériens. 15-16. Oui, 15-16, mais brut agro-industrie, pas producteur. Sinon, Vous savez Voilà. que les Algériens, ils importent quasiment tout. Hein. Voilà, tout Ils à fait. produisent carrément Donc, rien. Hein. Et j'ai rencontré un Malien, pareil, qui m'a dit, bah moi, chez nous, le lait est à 1 euro le litre à peu près. Donc, il m'a dit, c'est un bon business. Un Malien vous dit, dans un pays africain sous-développé qui n'a pas de salaire, produire du lait, c'est un bon business. Je me rappelle quand j'étais élu à la région Auvergne-Rhône-Alpes, et je vais le dire parce que ça me tient à cœur, où c'est qu'on m'a dit, on avait l'office des éleveurs de Rhône-Alpes qui venait demander une subvention pour aller apprendre aux agriculteurs du Burkina Faso à élever des bêtes à notre méthode pour mieux vivre. Ils demandaient 35 000 € de subvention. Et moi, je les avais vu venir, ces messieurs qui étaient charmants, avec un exposé formidable. Au bout d'un moment, ils terminent leur exposé, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, et ils demandent aux gens s'il y a des questions. Donc je regarde tout le monde et je pose ma question à 2 balles, comme d'habitude, en leur disant, messieurs, il y a une chose que je ne comprends pas. C'est que vous voulez développer au Burkina Faso l'élevage, permettre à des gens de mieux vivre de l'élevage. Et vous avez dit tout à l'heure qu'un agriculteur au Burkina Faso, avec 4 vaches, nourrissait 25 personnes de sa famille. Je leur dis, et voulez-vous leur vendre un modèle où c'est qu'en France, un paysan avec 200 vaches se suicide? Ah, vous êtes des bons quand même, hein. Ça faisait beaucoup d'argent mis à la poubelle pour pas faire grand-chose. Voilà, on a malheureusement un modèle économique qu'on veut imposer à toute la planète et qui ne marche pas, y compris sur ce fameux libre-échange qui est en train de mettre la planète à l'envers dans des produits totalement concurrents et non normés, alors qu'on nous impose, nous, des normes qui ne sont plus acceptables. Ça, c'est inacceptable. Oui, d'accord. Si on veut des produits avec des cours agricoles mondiaux, il faut des charges et des salaires mondiaux. Donc j'appelle les citoyens à aller travailler à 2,50 € de l'heure. Je pense que demain, il y a Mais 35 c'est millions de personnes dans la C'est une rue. vieille T'as histoire. très bien parlé, Mais c'est Thierry. une vieille histoire. On C'est pour ça que... travaille, on travaille à 2-3 € de l'heure et nos intervenants, bien. le mécano c'est 60 €, les comptables c'est plus, les avocats j'en parle pas. Alors moi je voudrais attirer votre attention sur le panier de la ménagère 15-16%. En fait c'est faux, c'est plus que de ça. produits alimentaires, vous voulez Oui, dire? mais c'est plus que ça, c'est 19 parce que si vous réintégrez tout ce que Chouette, ça c'est le coûte, Coca-Cola. tout ce que ça coûte à la société, la PAC, les coopératives qui ne payent Oui, pas de fiscalité, les retraites sur 15 milliards d'euros, on en verse 3, 7 viennent de l'État, 5 de la Sécu. Enfin, tout ce qui est financé, Ouais. c'est l'équivalent d'un salaire médian par 53 millions d'habitants. Bah, Et avant de donner la parole à M. Zemmour, je voudrais juste vous pointer du doigt pour vous faire toucher du doigt quand même les désastres du libre-échange. Dans le libre-échange, sur les 2400, 2500 milliards de produits intérieurs bruts de la France, en corrigé de l'inflation, il y a 850 milliards qui sont considérés soumis à la mondialisation, un genre de produit intérieur brut mondialisé. C'est qui? C'est l'industrie, c'est le textile, c'est l'agriculture. Vous avez vu ce qu'est devenu l'industrie, le textile, les masques qu'on fabrique plus. Et vous savez pourquoi, Monsieur Zemmour? Moi, je vais vous dire c'est pourquoi. par la théorie de Ricardo des coûts comparatifs. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Ah ben c'est pour ça, je vous lance Non, la je suis pas tout à balle fait On d'accord. donne la parole à Éric parce que Zemmour. vous avez vu que Non, c'était- non, non, Et mais je attendez. rajoute une question à la Ouais. question. Aujourd'hui, on a quand même aussi un caractère d'urgence. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui les agriculteurs, et puis après on va donner la parole à un restaurateur, qui sont asphyxiés et qui demain mettent la clé sous la porte et d'autres se suicident. Donc forme mort économique ou mort tout court. Comment on fait pour être dans ce caractère d'urgence aussi? Est-ce que les propositions que vous faites, on se dit c'est génial, mais en fait, comment on fait pour appliquer ça le plus vite possible et pour sauver Alors, il ces Français? y a deux questions qui n'ont rien à voir. D'abord, la question de fond du libre-échange. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas manichéen. C'est-à-dire que je ne pense pas que pendant des années, j'ai fait l'éloge du protectionnisme et on me disait c'est horrible, c'est affreux, c'est la guerre, etc. Et j'ai toujours trouvé ça ridicule. J'ai même écrit dans un de mes livres un éloge du tarif Méline, vous savez, à la fin du 19e siècle. Donc vous voyez, je ne suis pas du tout anti-protectionniste. Mais d'un autre côté, je ne suis pas hostile, comme ça par principe, aux échanges et au libre-échange. Je pense qu'il faut trouver une solution qui arrange tout le monde et qui protège les intérêts de tout le monde. Donc c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec vous. On peut se protéger, on doit se protéger et on doit effectivement établir, on pourrait d'ailleurs, on n'est pas très malin parce qu'on pourrait d'ailleurs se servir de la mode de l'écologie pour trouver un terrain de protection assez aisé en disant ce que je dis, ce qui est dans la loi Egalim d'ailleurs et qui n'est pas appliqué, les fameuses clauses miroirs, c'est-à-dire on n'importe pas des produits qui ne respectent pas les normes écologiques que nous imposons à nos agriculteurs. Voilà, point. Et il suffirait d'appliquer ça déjà, ça irait beaucoup mieux. En revanche, je pense que, vous savez, il y a toujours eu des échanges.
Au Moyen-Âge, il y avait des finalement, échanges. c'est le mode Au temps de d'échange. l'Empire romain, il y avait des D'accord, échanges. à la route de la soie, il y a des Exactement. échanges, il y a pas de rapport, Exactement. Il y a Non, mais c'est le toujours eu des fonctionnement. échanges. Vous avez bien compris ce que Mais j'ai bien voulu vous dire. sûr. C'est le Et fonctionnement. quand il n'y a plus d'échanges, d'ailleurs, on peut se situer là en Europe, on il y a est une là. période entre le 9e et le 11e Non, non, siècle on est là, d'accord. où il n'y a plus d'échanges. Et là, on a une économie qui est vraiment d'une pauvreté incroyable. c'est pas de ça que je vous parle. Mais j'ai bien compris. Et c'est pour ça que je vous réponds ça. Vous avez tout à fait raison. Moi, je veux simplement Monsieur trouver une Zemmour, solution avez-vous équilibrée. une pièce de 50 centimes dans la poche? Je sais pas. J'en ai 2 de 20, c'est ça, c'est des 20, j'ai rien d'autre. hein. C'est ça, j'ai pas mis une étoile. Et alors, pourquoi Vous avez une pièce de 20 centimes? Oui. J'ai une pièce de 20 centimes. Si on fait un échange, on a échangé quoi? Bah, Rien du tout. rien du tout. Ouais, Voilà. D'accord. Si on prend du blé, de la viande d'Argentine, pour dire on a vendu de la viande au Canada, on a échangé moi, rien moi du je suis tout. d'accord avec vous. Donc moi je vais acheter, quand j'irai en Argentine, j'aurai un plaisir de manger de la viande Mais d'Argentine. je vous ai raconté et tout ici, à l'heure- je mange du charolais et ça me va très bien. Mais moi, je et au suis- Canada, ils Mais- mangent du bison et ça me va très bien. Mais Je échanger suis rien du tout à fait d'accord avec vous. tout Alors, je simplement. finis sur l'urgence. Alors, sur l'urgence, vous avez raison, sur l'urgence, il y a des choses à faire en urgence. Mais il ne faut jamais sacrifier l'urgence aux mesures de moyen et long terme. Parce que ça, c'est ce qu'on fait à chaque fois. Et Emmanuel Macron est le spécialiste de ça, mais malheureusement, ce n'est pas le seul. C'est-à-dire qu'il y a un problème, il vous fait un chèque, et après, là, par exemple, il propose un chèque trésorerie. Très bien, c'est très bien à court terme, enfin, mais ça ne sert à c'est- rien. On est d'accord. Bon, on est d'accord. Et il va le financer comment Thierry, Et on va le financer Non, comment? mais Par même la pas, dette. même pas. Mais par la dette Mais ensuite. même pas. Donc c'est un peu énervant. c'est pas lui qui paye. Bah oui, c'est l'État qui paye. Donc c'est la dette. Donc la dette, donc c'est nous. Finalement, ça va être nous. Parce qu'un jour, on va nous dire votre dette est trop importante. Et là, on va augmenter les impôts, voire pire. C'est même pas la dette. Donc là. ben là, si, ça va être la dette. On C'est va le faire un déficit. emprunt à long terme à l'agriculteur mais- à des taux zéro pour lui permettre de rembourser sa sécurité sociale on qui est est- en train de mais- se ouais, donc payer c'est ses bien ça. revenus. Bon, C'est donc ça. il y a effectivement des mesures d'urgence. Moi, je pense que la première mesure d'urgence, mais vraiment, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire l'application des clauses miroirs et le fait de suspendre tout accord de libre-échange qui est en négociation, le fameux Mercosur Oui, et ça, autres, d'accord. Oui. et de faire respecter, pour voir effectivement, d'après moi je pense que ça va réduire à presque rien, si on le fait sérieusement, nos fameux échanges de 20 centimes. C'est ça le but. Le premier but, c'est ça. Et je pense qu'après, il faut absolument réduire les charges. Je pense que ça c'est essentiel. Réduire les normes et réduire aussi, vous savez, je propose moi une mesure de bon sens, je crois de bon sens, c'est que la moitié du temps parlementaire soit consacrée à ne plus voter de loi et à simplement éplucher les lois qui existent, les normes qui existent, et à voir leur efficacité et à éliminer. Elle est dépoussiérée. Je vous assure que je pense que ça C'est-à-dire sera vraiment une faire- mesure faire- très utile. Faire un retour en 1975-78. Exact. Si Et vous réduire voulez. les charges, c'est possible comme ça, c'est Mais pas. non, il faut une Non, mais politique attendez, il y en de a- réduction de charges, ça demande une politique de réduction de dépenses. Moi, Oui. Donc c'est toute une politique globale de réduction des dépenses budgétaires. Quand je vois Monsieur le maire venir dire ah ben il faut réduire de 10 milliards parce que on a une croissance plus faible que prévu. Entre nous, il le savait depuis des mois qu'elle serait plus Oui, faible bien que sûr. prévu, mais passons. Quand il nous dit qu'il faut réduire de 10 milliards, c'est pas à la hauteur de l'enjeu. Oui. 10 milliards, c'est ridicule. Mais si vous voulez, Vous savez, au début, aujourd'hui, je finis là-dessus, Oui. on dépense, est-ce que vous vous rendez compte qu'on dépense autant, quasiment, que pendant le Covid, quand il y y avait le Oui, quoi qu'il en oui, coûte, oui, etc. je sais. Non, mais vous vous rendez compte? Ouais. Donc ça veut dire que depuis 2 ans, on n'a fait absolument qu'augmenter pas les réduit, dépenses. on a dépensé autant. Donc c'est pas mais possible. ce que je voulais vous faire toucher du doigt, sur ce qu'est le pays, qui est consommé dans le pays sous la base de la souveraineté, il n'y a pas de problème. Alors, il faut redistribuer la chaîne de valeur pour que les agriculteurs aient leur valeur ajoutée, leur marge. Parce que Ça, sinon, vous avez raison, c'est un problème qu'on n'a pas abordé, c'est l'industrie agroalimentaire et les grandes surfaces. Ouais, non, mais ça, Là, je pense qu'effectivement, il faut absolument contrôler davantage. Moi, pendant la présidentielle, j'avais proposé de casser Ça, les personne l'a monopoles fait, de monsieur centrales Zemmour. d'achat. Vous avez tout Personne à fait l'a raison. fait. Qui ont un moyen de pression incroyable. Il faut absolument protéger les agriculteurs dans la négociation parce qu'ils se font bouffer, il n'y a pas d'autre mot, par l'industrie agroalimentaire et par... Mais l'industrie agroalimentaire, et c'est par la, les c'est grandes la surfaces. FNSEA. moi écoutez, Alors, je vais faire simple. je voulais juste rajouter laisse une terminer. chose, Allez-y. vous faire toucher du doigt, oui, juste tout à l'heure on a reparlé du libre-échange, c'est que quand on va au moins 10 ans social, vous savez la théorie de David Ricardo, on va au moins 10 ans social, donc ça veut dire qu'on déplace des productions sur des continents ou de l'industrie, d'accord? Et après on est dépendant de cette industrie-là et on vide
notre pays. Mais vous avez Après, qu'est-ce qu'on a? On n'a plus que du travail tertiaire parce qu'on n'a plus d'industrie, on n'a C'est plus ce qu'on a fait depuis d'agriculture. 30 ans. Alors quand on n'a plus que du tertiaire, que du Mitterrand. tertiaire, que du tertiaire, Mitterrand, là après vous créez que On du est contrôleur. tout à fait d'accord avec Donc ça. c'est pour ça que je vous dis, le libre-échange Mais c'est détruit pas- les... Mais Comprenez ce écoutez-moi, que je veux vous dire? les Allemands subissent le même libre-échange que nous et ils ont gardé une industrie très puissante. Mais en Donc, agriculture, c'est pas agriculture, si c'est la compliqué que cata. ça. Le C'est mot de la tout- fin, voilà. parce Le qu'après, mot de la on va fin, recevoir en un agriculture, restaurateur le qui mot va de nous la parler fin. d'autres Le mot problématiques. de la fin, j'ai 2 factures ici. Une facture de maïs qui date de 1986. Le maïs était payé 213 € la tonne. 86, c'est En en 1986. euros. Oui, bah, ça, Vous En avez euros. fait le transfert. La conversion, D'accord. 230 € la tonne. Aujourd'hui, le maïs est au cours agritel, cours mondial, à 197 moins 30, c'est la retenue parce que c'est du rendu en G, voilà. 40 ans qui sont passés entre deux. Le carburant, pour faire simple, le carburant en 1986, 5000 litres, 6 914 francs, 1054 €, soit 0,21 centimes d'euros le litre. Voilà, aujourd'hui, le litre de carburant aux agriculteurs GNR, qui en plus a moins de rendement que le fuel habituel, est à 1,15 € sur lequel M. Macron cherche des articulations pour nous rendre 15 centimes qu'il nous a volés. Voilà, j'ai tout dit. C'est pour ça que J'ai tout M. dit. Zemmour... Les prix agricoles ont 45 ans de retard. Et si on les avait indexés sur le cours du SMIC, aujourd'hui le maïs vaudrait 500-600 € la tonne. Et l'agriculture n'aurait aucune difficulté Mais dites, avec M. 500 Zemmour, 000 emplois de plus Tout à fait. Ça, dans le c'est monde une vraie rural. question. Voilà. C'est une vraie question aussi qu'on doit poser aux consommateurs, c'est-à-dire se nourrir sainement coûte un certain prix et il ne faut pas refuser, il faut éduquer les gens et leur dire que ils doivent absolument Oui, mais savoir attendez. que ça coûte un certain prix. Oui, mais attention, parce que Nicolas Je vous Sarkozy... propose un truc, je vous propose un truc. Je Vous voudrais buvez le mot de la votre fin verre de là-dessus vin. parce que vous n'avez pas raison. Vous buvez votre verre de vin. Attention, monsieur Ah Zemmour. oui, on trinque. Attention, monsieur Zemmour, parce que Nicolas Sarkozy Oui. avait fait augmenter les prix dans les grandes surfaces. Ouais. Si vous vous rappelez, au début de son mandat, Ouais, et ça il n'a avait rien fait fait rien. un bras de fer. Ouais. Il y a eu une augmentation dans les grandes surfaces. Ouais. Tout le monde a payé, sauf que les gouttières sont bouchées. Vous savez, le ruissellement. Il n'est rien revenu dans les exploitations. Ah ouais. Je vous dis, monsieur Zemmour, Non, ça, vous avez raison. n'oubliez pas Non, ça, vous avez tout à fait l'industrie raison. agroalimentaire. Vous avez raison. tout de suite Vous un avez tout à fait raison. Je suis Parce d'accord que, avec vous. Tout à fait raison. On reçoit un restaurateur, lui aussi a d'autres problèmes à parler, notamment les normes, etc. Donc on va recevoir Christophe Chira. Et donc on a désormais pour cette deuxième partie d'émission un restaurateur qui nous rejoint. Bonjour Christophe Chira. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Merci vous avez à déjà vous. servi votre verre de vin, on va Oui, trinquer c'était agréable. ensemble évidemment. Alors vous aussi, je vous connais, je vous ai connu pendant la période Covid et vous aviez poussé un cri du cœur. Depuis Ouais. vous avez d'ailleurs lancé un syndicat, le syndicat Antigone. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre situation? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui, j'interviens, je suis restaurateur, mais j'agis surtout en qualité de responsable d'un collectif qui s'était créé en 2014, qui s'appelle Les Pendus, et pour cause, qu'on a transformé, on fait évoluer en fin 2021. On a une structure syndicale plus formelle, parce qu'on a bien senti que la crise sanitaire allait évoluer vers une crise économique, même si on nous promettait le contraire. Voilà. En 2014, le problème, c'était le RSI. On a énormément travaillé sur ce sujet-là. Depuis, ça s'est un petit peu arrangé, mais on a tellement d'autres problèmes, et notamment conséquences de la crise sanitaire, et évidemment de Les PGE. les PGE, par exemple, voilà, qui sont un vrai sujet, dont il faut qu'on parle. Et puis l'énergie, qui est aussi un sujet. Et puis fondamental. Encore plus fondamental que les J'ai PGE. j'ai bien peur que oui. On je est suis même d'accord. très étonné que vous n'en ayez pas parlé avec mes prédécesseurs. Non, parce que ils sont, voilà, ouais. Non mais voilà, mais ce sujet je n'a pas me été doutais abordé. qu'on en parce que parlera avec vous. Vraiment, il a aussi un impact sur le pouvoir d'achat, qui fait que les clients Bien sûr. désertent les commerçants, parce qu'on est vraiment un collectif de TPE, de Bien PME, sûr, TPE bien sûr, commerçants. bien sûr. Ouais. Donc on a plus de coûts, on récupère les aides Covid, qui n'étaient des aides que provisoires. On assume les PGE. On fait face à une augmentation des matières premières, de l'énergie. Et en face de tout ça, on a moins de marge, forcément, et moins de chiffres. Et évidemment, l'équation est insoluble. Absolument. Et on constate tous les 3 mois des catastrophes dans les chiffres de la Banque de France sur les défaillances d'entreprises, et ça n'émeut pas grand monde, en fait. Voilà. Et nous, on est en contact avec ces gens qui meurent.
Alors vous avez tout à fait raison. J'ai noté, je regardais les chiffres justement de faillite cette année. On est revenu, je crois qu'il y a 57 000 à peu près dépôts de bilan, et on est revenu aux chiffres de 92-93 qui avait connu la grande crise, vous savez, 92-93, avec ce qu'on appelait le franc fort, etc., et qui nous avait coûté très cher. Ne sont pas pris en compte les cessations d'activité volontaire. Donc vous voyez, c'est vraiment important. Vous avez tout à fait raison, et donc ça veut dire emplois perdus, en particulier dans le bâtiment et la restauration d'ailleurs. C'est les deux secteurs qui sont les plus touchés. Ouais. Enfin, le métier de bouche, parce qu'il y a la boulangerie. Exactement. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, vous avez raison, vraiment vous avez raison de toucher, mais c'est évident, le problème majeur, on parlera de PGE si vous voulez après, c'est pas, mais je pense que le problème majeur, c'est l'énergie. Et c'est l'explosion des prix de l'énergie. Alors là, vraiment, vous savez, j'en avais fait mon cheval de bataille, je ne sais pas si vous avez vu lors de mon débat avec monsieur Bruno Le Maire pendant la présidentielle, et je lui avais expliqué déjà ce que je vais vous réexpliquer, ce que je vais réexpliquer aux gens, et j'avais été très étonné de son incompréhension du sujet. Et je lui avais dit exactement ce qui se passait, et il m'avait dit « Oh là là, c'est beaucoup trop compliqué ». Donc vous allez voir que c'est en fait assez simple en vérité. On a deux problèmes qui se lient. Le premier problème, c'est le fameux tarif ARENH. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous allez comprendre très simplement. Imaginez, vous êtes restaurateur, imaginez un boulanger qui est dans un village le seul à fabriquer du pain. Et puis on lui dit « Ah mais écoute, c'est pas bien, là tu es en position de monopole, on va te créer des concurrents parce qu'il y a le principe de la concurrence, c'est ce qu'il y a de mieux. » Et le boulanger, il va fabriquer son pain, ça lui revient, disons, il le vend à 1 €, il va être obligé de le vendre à 30 centimes d'euros à 2 ou 3 autres boulangers qui ne fabriquent pas de pain. Et ces boulangers, que j'appelle moi parasites, qui ont acheté le pain à 30 centimes fabriqué par l'autre, eh ben, ils vont vendre leur pain moins cher que le boulanger qui leur a fabriqué le pain. Eh ben, c'est exactement ce qu'on a fait subir à EDF, ce que la Commission européenne a fait subir à EDF, avec la complicité du gouvernement français. C'est phénoménal. Ça, c'est le premier problème. Il faut que vous nous disiez ce qu'on fait là-dessus. Eh ben, je vais vous le dire, c'est très simple. Deuxième problème, qui n'est pas le même problème, parce que je vois souvent dans les interventions, dans les articles, etc., les gens mélangent tout. Il y a le marché de l'énergie. Absolument. Là, c'est encore un autre problème, c'est que la Commission a trouvé très intelligent de brancher ce marché de l'énergie sur le prix, en vérité, du gaz. Je vous passe les méandres théoriques et économiques là-dessus, mais peu importe. Donc, quand le prix du gaz est monté en flèche vertigineuse à cause de la crise dans l'Ukraine, de l'histoire avec la Russie, de fait qu'on rachète, on est très fort, on fait les marioles avec la Russie, on ne veut plus leur acheter leur gaz, donc du coup, on va acheter le gaz aux Américains qui coûte 4 fois plus cher. 4 fois plus cher. Ou le gaz russe en Inde. Oui. Et oui, exactement. Ça, c'est deux choses qui se cumulent, mais qui sont différentes. La première chose, c'est ça a empêché EDF d'investir depuis 15 ans, et donc ça a fait perdre de l'argent, un argent fou à EDF, et donc c'est l'État finalement qui met au pot. Et la deuxième chose, c'est que quand le prix du gaz a augmenté de façon folle, tout le monde a payé, même l'électricité d'origine nucléaire, au prix du gaz. Merci. Qu'est-ce qu'il fallait faire, vous me dites? Eh bien, c'est très simple, c'est ce que j'avais dit à Bruno Le Maire en janvier, je crois, ou février 2022. Il fallait sortir du tarif de l'ARENH. Bien sûr. Renoncer à ça et permettre à EDF de vendre son énergie nucléaire en passant par les entreprises parasites comme Total, Engie, etc., qui sont jetées dessus comme la petite vérole sur le bas clergé, et vendre son énergie pour pouvoir rentabiliser et payer ses dettes, etc. Et il fallait également sortir de ce marché de l'énergie, comme ont fait les Espagnols et les Portugais très malins, pour ne plus être branchés sur un tarif du gaz qui explosait. Et alors là, on me dit toujours, mais vous n'auriez pu vendre et acheter l'énergie. Pas du tout. Ça, c'est une troisième chose. C'est la vente d'énergie nucléaire, électrique, pardon, et l'achat d'électricité, ça a toujours existé. Bien sûr. Toujours. Avant même ce tarif, avant même ce marché de l'énergie européen. C'est l'interconnexion. Vous voyez, donc exactement, c'est l'interconnexion, ça existe alibi, depuis les années 60. Donc vous voyez, c'est trois choses différentes. Voilà ce qu'on n'a pas fait, voilà ce qu'on a fait. Alors maintenant, évidemment, le gouvernement fait le malin parce que le tarif de l'ARENH est censé finir en 2025. Oui.
Donc, ils vont traîner jusqu'en 2025. Ça va encore coûter de l'argent à tout le Évidemment. monde. Mais enfin, on va traîner jusqu'en 2025 et puis on va dire, bah, c'est fini. Et d'ailleurs, je vois qu'on commence déjà à négocier avec EDF, vous avez vu, pour un nouveau tarif à 70 €, etc. EDF qui Et on va annonce dire, 10 milliards de bénéfices cette année. Hein, ah quand bah même. quand même, bah oui, parce qu'ils Voilà. ont remis les centrales nucléaires en marche. Voilà. Et enfin, M. Macron s'est décidé au bout de 5 ans à faire ce que j'avais proposé pendant la présidentielle, c'est-à-dire construire 14 réacteurs nucléaires et à prolonger la durée de vie des anciens, des 58, vous savez, qui ont été construits bien sous sûr. Pompidou, Giscard, Et qui nous appartiennent puisqu'ils sont financés par et nos vous aïeux. savez qu'ils sont ultra modernes. Mais bien sûr. J'ai visité Évidemment. Fessenheim, Fessenheim. qu'on a Bien fermé, sûr. c'est un scandale. Mais oui. Parce qu'en fait, tout a été refait. On a bien conscience de tout ça. C'est les années 70, mais refait à neuf. Donc en fait, il n'aurait jamais dû fermer. C'est un véritable scandale. Enfin, parenthèse fermée. Mais c'est- Donc vous voyez, il y a vraiment des choses à faire. Pour l'énergie, c'est vraiment, je sais très bien ce qu'il faut faire et de façon raisonnable et nous permettre, à nous, Français, qui avions justement cette chance d'avoir l'énergie nucléaire décidée par Pompidou et mis en œuvre par Giscard et Mitterrand, il faut leur, surtout Giscard d'ailleurs, la mise en œuvre c'est surtout Giscard, et qu'on profitait de l'erreur, mais tragique, faite par Les Allemands. Mme Merkel et les Allemands d'avoir arrêté leur centrale nucléaire. Ils n'ont pas fini de le payer, mais c'est leur problème. Mais justement, ça devient notre problème puisqu'ils ont tout fait pour ruiner la puissance d'EDF. Donc voilà, vous voyez, je pense que là, j'ai défini Ouais. le paysage, on est d'accord là-dessus. Mais oui. C'est Alors, vraiment... C'est le avant constat que vous- maintenant, oui. Gustave Cher, avant que vous ne développez les autres problèmes du restaurateur et de l'entrepreneur en général, toujours sur le caractère d'urgence, ça peut se faire en combien de temps? Ah non, mais ça aurait dû déjà être fait. Mm. Ça nous aurait évité les chèques énergie de protection. Parce qu'une fois de plus, Emmanuel Macron ne corrige pas ses bêtises. Il corrige ses bêtises et les bêtises des autres, parce qu'en l'occurrence, les autres avant Hollande n'avaient pas fait mieux, en faisant des chèques. Alors qu'il n'y avait pas besoin de chèques énergie. Oui. Il dénonçait l'accord de la Reine. Il sortait du marché européen de l'énergie que je vous ai décrit. Et C'est- tout était réglé très facilement. Un claquement de doigts, en fait. Hein, c'est suspension de la loi NOM, c'est la exactement, loi NOM. c'est- exactement. j'ai Alors, une Christophe, signature. quels sont les autres vraiment difficultés Cette perspective aujourd'hui de l'énergie, parce qu'il n'y a pas que l'électricité. Et puis nous, les chèques, on les a pas, ces chèques-là, qui vont... C'est aux gens, bah aux oui, voilà, c'est ça, consommateurs. c'est bien. C'est bien, Ça mais- ne leur suffit pas pour venir consommer chez nous, On est bien compris. malheureusement. Il y a aussi le gaz. Le tarif réglementé du gaz a sauté au début de l'été dernier. Et on a, moi, par exemple, ma facture de gaz a triplé. Comme ça. On ne sait pas, voilà. Voilà. Donc il n'y a pas que l'électricité. Bien C'est sûr. catastrophique Bien sur sûr. tous les plans. Voilà. Et bien sûr, on a les PGE. Parce que ça c'est les suites du Covid dont- Absolument. qui se révèlent finalement vraiment maintenant. Là. Parce Oui, parce que vous devez on est au rembourser bout les du bout. PGE. Ben oui. Ben oui. Vous n'avez pas gagné Alors un an? qu'on- On nous a annoncé que vous... Non, mais on n'a rien gagné, hein, en fait. Oui. On n'a rien gagné. On nous a obligés, j'insiste, Oui. à contracter des Oui. prêts C'est vrai. pour ne pas crever pendant les La bouche ouverte. 3 mois Le du Covid. premier Fallait confinement. pas qu'on vous remarque Du en train de mourir. premier confinement, où on nous octroyait, sous condition d'éligibilité, 1 500 € au maximum par mois pour couvrir tous les frais fixes d'une entreprise. C'est ce qui est impossible. Donc les seules solutions qu'on nous avait faites, c'est dire prenez les PGE. Prenez les PGE. Alors tout le monde a fait ça. Enfin, sinon, moi sûr. je ne serais pas là. Enfin, je veux dire, il n'y a pas le choix. Moi j'ai une petite affaire, c'est 14-15 000 € les frais fixes par mois. Donc j'ai fait un PGE, 45 000 €. Aujourd'hui, je paye 1 000 € par mois que j'ai pas. Parce Ah que oui. j'ai pas de rentrée en face en plus. Comme Pourquoi il y a vous n'avez pas l'inflation. rentré? Eh ben, parce que j'ai pas assez de rentrée. Ah, pas C'est assez. comme- Ah bon. Mais oui, parce que Non, parce que je l'activité- comprenais, je me suis dit là, L'activité a le baissé. confinement Mais est oui, fini. L'activité a Oui, baissé. mais l'activité Ah, a l'activité a baissé depuis le Mais bien confinement. sûr. Et ça, C'est ce on en parlait au début. vous c'est-à-dire n'arrivez que pas à les revenir gens- à Non. l'activité d'avant. Mais non, mais dans la chaussure, les fringues, les coiffeurs, tout ce que vous voulez. C'est la boulangerie, La consommation a enfin, baissé. tout le monde- Bien sûr, la consommation est en berne. Et donc on n'a pas l'équation, on ne peut pas comprends. la résoudre l'équation. Je comprends. D'avoir des charges supplémentaires artificielles alors que c'était au gouvernement. Je ne veux pas rentrer dans le débat, était-ce nécessaire de fermer, de ne pas fermer. Oui, c'est une autre discussion. Vous C'est avez une autre raison. discussion. La décision a été prise. Absolument. Elle n'a pas été prise par nous. Elle a Bien été sûr. prise par des gens responsables et qui revendiquent même d'assumer les choses. Mais qu'ils assument et qu'ils supportent ce coup-là. Puisqu'au deuxième confinement, ils l'ont à peu près fait, ou un peu mieux fait, puisque les conditions d'indemnisation des boutiques qui étaient fermées ou des restaurants, etc., étaient complètement différentes. Le quoi qu'il en coûte était complètement différent. Le fonds de solidarité était complètement différent. Mais les 3 premiers mois, on n'a pas eu le choix. C'est une contrainte. Donc on a été sous contrainte. Je ne sais même pas comment c'est légal, ça, en fait. Mais parce que je pense Voilà. que moi, vous avez tout à fait raison. On le voit en comparant les différents pays européens. Ils ont tous confiné et on voit bien qu'ils ont dépensé, pour la plupart, moins que nous. Oui.
Donc là, il y a eu oui. effectivement Allemagne, notamment. une gabegie française Oui. particulière, Oui. une fois de Oui. plus. Et effectivement, Et nous, on maintenant paye ça. que vous avez bien compris pourquoi, jusqu'à présent, on a financé par la dette. Oui, oui, On d'accord. trouvait ça très malin parce que les taux étaient à zéro, Oui, oui, bien sûr. parce que la Banque Centrale Européenne faisait une politique de quantitative easing, etc., pas cher. Oui, oui. Et le résultat, c'est que maintenant, les taux remontent et donc notre dette nous étrangle. Vous savez on va avoir bientôt, là pour l'instant, la charge de la dette sur le budget, c'est le deuxième poste du budget. Et à la fin du quinquennat, ça sera le premier, on sera à 84 milliards C'est ça, ouais. d'euros de charge de la dette par an. Donc c'est colossal. Surtout Donc, avec les effectivement, maintenant- obligations Pas tenu par indexées la sur dette. l'inflation de Comment Bruno Le Ce n'est Maire. pas tenu par la dette aussi. Mais bien sûr qu'on est tenu par la Oui, dette. mais donc comment on fait mais comment on fait? On ne fait pas de dette. Oui, mais là, c'est fini. Ah non, Eh oui. bien sûr, maintenant Eh c'est oui. fini. Oui. Donc maintenant on rembourse les intérêts de la dette, c'est une évidence. Ouais, mais là, Mais- c'est monstrueux. Non, attendez, il faut bien comprendre quelque chose. Qu'on est en partie responsable, nous, Français en particulier, de la remontée des taux. Je vous explique une chose simple. Vous savez, le grand Milton Friedman, grand économiste, nous a expliqué que l'inflation, c'était d'abord monétaire. Or, vous me voyez venir, quand la Banque Centrale Européenne a déversé des milliards et des milliards pour racheter nos dettes, et en particulier la dette française, qui était une des plus colossales, elle a créé de la monnaie. Donc, elle a favorisé Évidemment. la remontée de l'inflation qu'elle va maintenant combattre en augmentant les taux qui vont nous coûter beaucoup plus cher. Donc c'est un cercle vicieux. Donc si nous réduisions nos dépenses budgétaires et nos dépenses sociales, ce que j'ai dit tout à l'heure, Oui, oui, oui. là, nous pourrions effectivement réduire nos déficits, réduire les charges, et l'inflation elle-même s'apaiserait parce que la Banque Centrale Européenne, pour financer la dette française, ne serait pas obligée de créer autant de monnaie, de faire marcher la planche à billets. Vous voyez, c'est un mécanisme un peu complexe, mais qui est assez simple finalement à comprendre Oui. et à endiguer. Mais il faudrait c'est des choses aussi simple responsables. Syrah, le que- mot de la oui. fin sur justement les problématiques des Ben, restaurateurs. le mot de la des fin, c'est pendus. que, Ouais. ben oui, c'est pas propre au restaurant, le mot de la fin, c'est que pour l'instant, on regarde passer les cadavres. Et que tout le monde s'en fout. Exactement. Et vraiment, sauf nous, puisqu'on essaie Bah, de. évidemment. On a été obligé de constituer une structure syndicale parce que tout le reste de ce qui existe, on le voit d'ailleurs aussi chez les agriculteurs, est complètement noyauté, contrôlé, ou en tout cas complice, voire complaisant au moins. Et c'est dramatique parce qu'on explique aux gens qui payent des cotisations, vous inquiétez pas, ça va aller mieux bientôt, et alors que c'est faux. Et il faut, à un moment ou à un autre, qu'on arrête mentir aux gens. de dépendre des pendus. Voilà, parce que vraiment, on en est là. C'est pas que dans l'agriculture, mais c'est quand même un drame. On est en mais 2024. Donc c'est dans l'immédiat qu'on a besoin de solutions. Alors c'est pas, évidemment, c'est pas vous, hein, vous êtes pas. Mais en tout cas, le problème est majeur et requiert des pardonnez-moi, réponses il ne faut pas se contenter violentes. d'expédients. Il ne faut pas se contenter de faire des chèques. Non. Il faut reprendre en main Mais il y a- et, oui, et reprendre. C'est exactement. un système global. On a complètement dévoyé l'économie nationale depuis 40 ans. On a insisté uniquement sur la consommation avec des prix pas chers. C'est notre discussion de tout à l'heure avec le libre-échange et avec les produits qu'on fait venir de n'importe où pour que ça soit moins cher. Et finalement, on s'endette, on subventionne, on fait venir des immigrés pour travailler moins cher. Et c'est tout ce système qui est pervers. On tire tout vers le bas, Et bien il faut retrouver, exactement, il faut retrouver un système qui repose sur la production, sur le travail français, sur le travail, pas sur l'assistanat, et sur la baisse des charges et des taxes, et donc la baisse des dépenses. Vous voyez, c'est toute une logique économique qu'il faut remettre en place. Et ça demande vraiment une cohérence que malheureusement je ne vois pas dans les gouvernements Est-ce que si, français. par exemple, on arrêtait les sanctions envers la Russie, on n'aurait pas réglé une bonne partie du problème? On aurait réglé la question du gaz. Eh oui. Ça, vous avez tout à fait Eh oui. raison. Et on pourrait, nous, vendre des produits qu'on ne leur vend plus, etc. Puisque l'Allemagne se Mais- casse la gueule à cause de ça. Tout à fait et d'accord. on Vous va, avez 1000 fois évidemment, raison. Ça défavorise plus l'Allemagne. Ah oui, Parce que nous, mais enfin, comme on a enfin, puisque Macron a vu la lumière au bout de 5 ans sur le nucléaire, vous voyez, on va, grâce au nucléaire, on va avoir moins de on problèmes. va voir ça. que- Pour que, l'instant, on n'a pas vu. Hein. Parce que pour l'instant, on est toujours sur Ah, mais bien sûr. toujours plus d'éoliennes et toujours Ah, parce non, que mais ça, c'est un autre ça fait sujet. plaisir à tout Ah, le monde. Vous avez tout à fait Oui, raison. mais c'est une catastrophe. quoi. Vous avez 1000 fois raison. Voilà. Moi, je vais vous dire, je ne comprends pas. Et c'est comme ça qu'on va faire monter encore le prix de l'électricité parce que c'est subventionné au double de. Et je vais vous dire pire que vous. En plus, ce que personne ne dit, c'est que les éoliennes, vous savez, les éoliennes ne marchent, je vais dire une évidence, Ben oui. que quand il y a du vent. Oui. Donc quand il n'y a pas de vent, ça ne marche pas. Intermittent du spectacle. Exactement. Quand il y a du vent, ça marche. Et alors là, comme on ne peut pas stocker l'électricité, il faut faire passer dans le tuyau Bien sûr. l'électricité qui vient des éoliennes. Qu'est-ce qu'on fait?
on Le arrête gaz. les centrales nucléaires. Voilà, c'est ça. Sauf que les centrales nucléaires, c'est pas une voiture et on passe la première et on passe la marche arrière. C'est un truc un peu sophistiqué. Donc en plus, on risque d'abîmer et de dérégler les centrales nucléaires pour faire passer de Mais c'est pourquoi l'électricité venue des on s'appuie éoliennes. sur le charbon aussi beaucoup. Ça permet de pouvoir... Le gaz aussi. Et voilà. fonctionner le sur le charbon, gaz. nous c'est marginal. Hein. Oui. C'est surtout les Allemands et les Chinois Alors, qui Oui, utilisent le charbon. Nous oui, franchement, bien sûr. comme on a le nucléaire, on est... Oui. Et c'est, Bah, en on fait, verse il un faut- tavol quand même. Mais oui. Bah, bien sûr. Voilà. Alors, Éric Zemmour, pour finir, on arrive à la fin de cette émission. Vous avez entendu tout à l'heure les agriculteurs qui ont parlé des suicides des agriculteurs. Bien Ici, vous entendez le restaurateur qui nous parle des pendus. Je veux dire, tous ces mots sont très forts. On a l'habitude de vous entendre parler de sécurité et vous vous inquiétez pour la sécurité des Français et vous avez raison. Sauf qu'ici, on est dans une autre problématique. Et finalement, est-ce que là aussi, quand vous entendez ces discours, est-ce que vous êtes également inquiet? Mais je suis évidemment très inquiet. Vous savez, on pourrait rajouter aux agriculteurs et aux petits commerçants et on pourra ajouter les entrepreneurs. Mais bien sûr. Bien sûr. Bah, ce Les sont des chefs entreprises. d'entreprise Mais- se suicident aussi. Mais bien sûr. Et Ouais, les ouais. policiers se suicident énormément. Je veux dire, on voit bien que tous ces métiers qui faisaient vraiment la gloire de notre pays et la gloire de notre peuple se suicident parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur travail. Encore une fois, je pense que nous sommes arrivés au bout du système que j'ai décrit tout à l'heure et qui reposait sur la consommation, la dette, l'immigration, l'assistanat. Nous devons absolument revenir au système qui a fait vraiment la gloire de notre peuple, c'est-à-dire le travail, la production, la natalité française et la baisse des dépenses. Je vous assure que c'est un ensemble, il ne faut pas voir par le petit bout de la langue. Moi, c'est ce que je reproche à Emmanuel Macron. On peut toujours discuter d'une mesure Bien par-ci, sûr, non, mais- par-là, on peut être d'accord avec une mesure, on peut être pas d'accord avec une mesure, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas De de vision vision globale. d'ensemble. Et que dès il essaye de mettre en œuvre une vision d'ensemble, hop, il y renonce et il va chercher un expédient ailleurs. Franchement, je pense qu'il faut de la cohérence et de la constance. Et c'est ce qui nous manque le plus. Et cette France dont vous êtes nostalgique, est-ce vous croyez vraiment qu'on peut encore la redresser? Mais vous savez, je vais vous dire, on reproche souvent de faire des références historiques, des citations, etc. Mais je vais vous dire quelque chose. Dans l'histoire, à chaque fois, on pourrait voir évidemment quand le général de Gaulle revient au pouvoir, quand Bonaparte arrive au pouvoir, et il y en a beaucoup d'autres. À chaque fois, en quelques années, je vous assure, c'est sidérant même, en quelques années, 2, 3 ans, 4 ans, tout est remis d'aplomb. C'est la chose je vous assure, qui me donne le moral quand je suis désespéré. Je me dis, pourquoi ils ont réussi eux et on ne le fera pas, on ne le ferait pas. Alors évidemment, la tâche n'est pas la même, Oui, on oui, a oui. d'autres enjeux, enfin, vous voyez, mais je vous assure qu'à chaque fois dans l'histoire, en quelques années, ces grands hommes ont relevé le pays très vite. Donc il faut les imiter. On ne dit pas qu'on se prend pour eux, évidemment, mais il faut les imiter, il faut bien comprendre, et de la cohérence, de la constance, c'est vraiment ce qui nous manque le plus depuis 40 ans. Merci beaucoup Éric Merci à Zemmour, merci beaucoup à vous tous, Christophe Merci à vous. Chira. J'espère que vous pourrez tenir ces 4-5 années parce qu'on vous connaît et on a entendu... Il y aura de la casse encore. Et, Oui. c'est Merci. catastrophique. Tout à l'heure, on avait nos agriculteurs, merci à eux. Merci et à merci beaucoup en tout cas pour cette émission sincère qui voulait vraiment sauver. Merci à vous en tout cas de m'avoir invité.